Je suis Monsieur Cissé, et aujourd'hui, nous allons plonger dans une réflexion profonde sur la manière dont les innovations technologiques façonnent notre avenir. Nous avons préparé une analyse critique et captivante des impacts de ces technologies sur notre vie quotidienne. L'évolution de la technologie médicale. Socrate aurait commencé par demander « Qu'est-ce que la santé ? Est-ce simplement l'absence de maladie, ou est-ce un état de bien-être plus complexe ? Si nous avons la capacité de réparer le corps avec des technologies avancées, est-ce suffisant pour être considéré en bonne santé ? Prenons l'exemple des prothèses intelligentes. Imaginez une personne amputée qui retrouve l'usage de ses membres grâce à ces technologies. Mais si ces prothèses se connectent directement au cerveau, cela ne change-t-il pas fondamentalement la nature de cette personne ? Peut-on encore parler d'un être humain dans le sens traditionnel, ou sommes-nous en train de créer une nouvelle espèce hybride, mi-homme, mi-machine ? À quel moment une personne équipée de plusieurs implants technologiques cesse-t-elle d'être pleinement humaine pour devenir autre chose, une sorte de cyborg ? Et si la technologie progresse encore, serons-nous confrontés à une nouvelle forme de vie, au-delà de l'humain ? Les robots chirurgicaux, comme le robot Da Vinci, permettent des interventions d'une précision incroyable. Mais si un robot peut faire le travail d'un chirurgien, où est passée la touche humaine ? Est-ce que nous perdons quelque chose de précieux en déléguant ces tâches vitales à des machines ? Et si une machine fait une erreur, qui en est responsable ? Pouvons-nous véritablement faire confiance à ces robots pour prendre des décisions aussi cruciales, même si elles sont basées sur des algorithmes sophistiqués ? Cette confiance aveugle en la technologie ne risque-t-elle pas de nous déshumaniser, en nous éloignant de la compassion et de l'empathie qui caractérisent la pratique médicale humaine ? Au-delà de la chirurgie, les avancées technologiques permettent maintenant des traitements personnalisés basés sur le génome. Cela signifie que nous pouvons potentiellement éradiquer des maladies avant même qu'elles ne se manifestent. Mais cela soulève aussi des questions éthiques. Jusqu'où devons-nous aller dans la manipulation de notre propre biologie ? Est-ce moralement acceptable de modifier les gènes de nos futurs enfants pour les protéger des maladies, voire pour améliorer certaines de leurs caractéristiques ? À quel point jouons-nous avec des forces que nous ne comprenons pas entièrement, et quelles pourraient être les conséquences imprévues de ces interventions ? Et puis, il y a la question des inégalités. Si ces technologies avancées sont disponibles, mais uniquement pour ceux qui peuvent se les permettre, ne risquons-nous pas de créer une société encore plus divisée ? Ceux qui ont accès aux technologies de pointe pourraient vivre plus longtemps et en meilleure santé, tandis que ceux qui n'en ont pas les moyens seraient laissés pour compte. Est-il juste que le progrès technologique crée de nouvelles formes d'inégalité ? Devons-nous accepter une société où seuls les riches peuvent accéder à ces avancées, ou devons-nous chercher des moyens de les rendre accessibles à tous, quel que soit leur statut économique ? Enfin, nous devons également nous interroger sur l'impact psychologique de ces technologies. Si nous sommes capables de réparer ou d'améliorer notre corps, cela change-t-il notre perception de nous-mêmes ? Est-ce que ces innovations nous rendent plus confiants, ou est-ce qu'elles alimentent une obsession pour la perfection, au détriment de notre bien-être mental ? À quel point la quête de la santé parfaite et de la longévité peut-elle devenir une forme de tyrannie sur notre esprit, nous poussant à une poursuite sans fin de l'amélioration, sans jamais atteindre un véritable contentement ? Les jeux vidéo et leur impact sur le cerveau. Les jeux vidéo sont souvent perçus comme une forme de divertissement, un simple moyen de s'évader du quotidien. Mais est-ce vraiment tout ce qu'ils sont ? Si les jeux vidéo peuvent améliorer certaines capacités cognitives, comme la mémoire, l'attention et la prise de décision, peut-on alors dire qu'ils sont bénéfiques pour le cerveau ? Ou bien est-ce une simplification dangereuse qui occulte des aspects plus sombres ? Prenons par exemple les jeux de stratégie, qui exigent de planifier, de gérer des ressources et de prendre des décisions complexes sous pression. Est-ce que ces compétences développées dans un monde virtuel se traduisent réellement dans la vie réelle ? Si ces jeux nous entraînent à résoudre des problèmes dans des environnements contrôlés, sommes-nous vraiment en train de devenir plus intelligents ou plus aptes à faire face aux imprévus du monde réel ? Et si les mécanismes de ces jeux sont conçus pour nous garder engagés, jusqu'à quel point sommes-nous libres dans nos choix,
ou simplement guidés par les règles établies par le jeu. En ce qui concerne les jeux d'action, il est indéniable qu'il affine nos réflexes et notre capacité à réagir rapidement à des stimuli visuels. Mais ces compétences sont-elles réellement bénéfiques en dehors du contexte du jeu ? Si nous passons des heures à réagir instantanément aux menaces virtuelles, que devient notre capacité à réfléchir profondément, à prendre du recul face à une situation complexe ? Est-ce que ces jeux nous entraînent à être plus réactifs que proactifs dans nos vies quotidiennes ? Et plus encore, si nous développons une tolérance accrue aux situations stressantes dans un jeu, est-ce que cela diminue notre sensibilité aux problèmes du monde réel, comme la violence ou l'injustice ? Les jeux vidéo ont également un impact sur nos interactions sociales. Dans un monde de plus en plus connecté, les jeux en ligne créent des communautés virtuelles où les joueurs interagissent, collaborent et parfois s'affrontent. Mais ces connexions sont-elles authentiques ? Si nous passons plus de temps à interagir avec des avatars qu'avec des personnes réelles, que deviennent les relations humaines ? Peut-on véritablement créer des liens profonds dans un environnement virtuel, ou sommes-nous en train de substituer une interaction authentique par une illusion de connexion ? Et si ces relations virtuelles prennent le pas sur nos relations réelles, que perdons-nous en tant qu'êtres humains ? Est-il possible que ces mondes virtuels, en dépit de leurs promesses de socialisation, nous isolent en réalité davantage de notre environnement immédiat et de nos proches ? De plus, il y a la question de l'immersion. Les jeux vidéo modernes sont de plus en plus réalistes et immersifs, au point que la frontière entre le jeu et la réalité devient floue. Mais cette immersion totale est-elle une bonne chose ? Si un joueur devient tellement absorbé par un jeu qu'il en oublie le monde extérieur, ne risque-t-il pas de perdre le contact avec la réalité ? Et si cette immersion devient une échappatoire aux défis du quotidien, n'encourageons-nous pas une forme de déresponsabilisation, où les joueurs préfèrent fuir leurs problèmes réels plutôt que de les affronter ? Quelle est la limite entre l'évasion saine et l'aliénation ? Enfin, examinons l'aspect éducatif des jeux vidéo. Des jeux comme Minecraft sont utilisés dans des contextes éducatifs pour enseigner des concepts de mathématiques, de sciences et de créativité. Mais si l'éducation devient ludique, est-ce que les élèves apprennent vraiment ou sont-ils simplement divertis ? Est-ce que l'intégration du jeu dans l'apprentissage développe un esprit critique ou renforce-t-elle une dépendance à l'immédiateté et à la gratification instantanée ? À quel point est-il sage de faire reposer une part significative de l'éducation sur des plateformes qui, par leur nature, sont conçues pour captiver et retenir l'attention, plutôt que pour promouvoir une réflexion profonde et critique ? Cette complexité nous amène à une question centrale. Les jeux vidéo, bien qu'ils offrent de nombreux avantages potentiels, sont-ils réellement bénéfiques à long terme pour notre cerveau et notre société, ou sont-ils une épée à double tranchant, offrant à la fois des opportunités de croissance cognitive et des risques d'isolement et de dépendance ? Les neurotechnologies en entreprise, opportunités et dangers. Les neurotechnologies sont en train de transformer le monde de l'entreprise. À première vue, ces innovations semblent promettre un avenir où la productivité est optimisée, où les employés sont plus concentrés et où les entreprises sont plus efficaces. Mais cette vision idyllique cache des questions profondes et complexes. Que signifie vraiment travailler dans un monde où vos pensées et émotions sont constamment surveillées et analysées ? Imaginons un casque EEG capable de mesurer en temps réel votre niveau de concentration. Cela pourrait, en théorie, permettre de maximiser l'efficacité au travail. Mais est-ce là un progrès ou une nouvelle forme de contrôle ? Si vos pensées sont scrutées à chaque instant, que devient votre liberté mentale ? Est-il acceptable que vos moments d'égarement ou de rêverie, qui sont parfois les sources de créativité et d'innovation, soient perçus comme des faiblesses ou des échecs ? Où est la limite entre l'optimisation et l'oppression ? Si l'entreprise contrôle votre esprit, qu'en est-il de votre autonomie en tant qu'individu ? Considérons également l'effet de ces technologies sur notre perception de la productivité. Si nous utilisons des neurotechnologies pour optimiser la performance, cela signifie-t-il que la productivité est devenue la mesure ultime de la valeur humaine ? Si chaque employé est réduit à un simple ensemble de données mesurables concentration, efficacité,
Tant de réactions, ne risquons-nous pas de perdre de vue l'humanité qui se cache derrière ces chiffres? Est-ce que la quête incessante de l'efficacité ne risque pas de nous déshumaniser, en transformant chaque travailleur en une machine optimisée pour la performance plutôt qu'en un être humain avec des besoins, des désirs et des limitations? En outre, ces technologies introduisent une nouvelle dynamique dans les relations de pouvoir au sein des entreprises. Qui contrôle les données recueillies par ces dispositifs? Est-ce l'employé, qui pourrait utiliser ces informations pour améliorer sa propre performance, ou l'employeur, qui pourrait exploiter ces données pour exercer une pression accrue sur ses employés? Et si ces informations sont mal utilisées, quelles en seront les conséquences? Un employé pourrait-il être licencié parce que ses données neurologiques montrent une baisse de concentration? Ces neurotechnologies ne risquent-elles pas de créer un climat de surveillance permanente, où chaque pensée, chaque émotion est jugée, analysée et éventuellement punie? Et que dire des implications éthiques? Si un employeur peut accéder à vos états mentaux, jusqu'où cette intrusion? Est-il moralement acceptable de permettre à une entreprise d'exploiter des informations aussi intimes que vos pensées et vos émotions? Pouvons-nous vraiment accepter une société où nos esprits sont ouverts à l'inspection, où nos moments de vulnérabilité sont enregistrés et potentiellement utilisés contre nous? Ne sommes-nous pas en train de marcher sur une pente glissante, où les frontières entre la vie privée et la vie professionnelle s'effacent de plus en plus? Il est également important de se demander quel impact ces technologies auront sur notre santé mentale. Travailler sous la pression constante de la surveillance neurotechnologique peut entraîner un stress accru, une anxiété constante et même un épuisement mental. Si vos pensées et émotions sont surveillées en permanence, cela crée-t-il un climat de confiance ou de méfiance? Comment cette pression continue affecte-t-elle votre bien-être général, votre satisfaction au travail, et en fin de compte, votre vie personnelle? Imaginons maintenant un avenir où ces neurotechnologies deviennent indispensables pour réussir dans le monde du travail. Que faire de ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas s'y adapter? Seront-ils exclus, marginalisés, voire jugés inaptes à travailler dans ce nouveau monde? Comment garantir que ces innovations ne deviennent pas des outils d'oppression plutôt que des moyens de libération? Si l'on considère les potentielles disparités dans l'accès à ces technologies, il est possible que seules certaines personnes ou certains groupes en tirent profit, tandis que d'autres seront laissés pour compte, accentuant encore les inégalités sociales et économiques. Enfin, il faut se demander si, dans notre quête incessante de l'optimisation, nous ne perdons pas quelque chose d'essentiel en cours de route. En cherchant à améliorer chaque aspect de notre performance, sommes-nous en train de sacrifier ce qui fait de nous des êtres humains? L'erreur, la distraction, l'imperfection et toutes ces choses qui, paradoxalement, rendent la vie riche et pleine de sens ont-elles encore leur place dans ce nouveau monde? Sommes-nous prêts à échanger notre humanité contre une productivité accrue? Ou existe-t-il un équilibre à trouver entre technologie et éthique, entre efficacité et humanité? Socrate disait que la vie non examinée ne vaut pas la peine d'être vécue. Alors, devons-nous accepter ces technologies sans les interroger profondément? Chaque innovation apporte son lot de promesses, mais aussi de risques. Il est de notre devoir, en tant qu'être pensant, de poser les bonnes questions. Si cette vidéo vous a poussé à réfléchir, à questionner, et à voir le monde sous un angle nouveau, partagez-la, likez, et abonnez-vous. Continuons ensemble à explorer ces questions fondamentales et à éveiller nos consciences. C'était Monsieur Cissé, votre humble serviteur.